Nous allons passer à la quatrième organisation étudiante. Et donc, Lise Lebouille, tu es présidente aujourd'hui de l'UNEAP. Avant donc de poser tes questions aux intervenants, peux-tu nous présenter, comme pour les autres, en quelques mots, l'UNEAP? Oui, donc bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc l'UNEAP, c'est l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage, une association qui a été créée il y a 10 ans pour représenter et porter la voix des 20 000 étudiants en architecture et paysage en France. Donc on s'appuie sur plusieurs missions principales. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est représenter les étudiants et porter leur voix auprès des institutions publiques et des conseils nationaux. Mais également, on accompagne la vie étudiante à travers des formations, notamment pour les associatifs et les élus dans les conseils de nos écoles, pour permettre d'améliorer les conditions de vie et d'études également à l'échelle des écoles, à l'échelle locale. Et on organise, pour finir, des événements qui permettent de fédérer les étudiants et leur permettre de tisser des liens dès les études, donc entre ces professionnels de demain. Et ça permet toujours de voir émerger des réflexions et des projets même également, grâce à la diversité des expériences et des parcours de chacun. Voilà, les rencontres entre les différents étudiants, ça a toujours permis de faire émerger des choses très intéressantes et également d'avoir des débats toujours très riches. Donc, pour dresser un petit peu le portrait du côté de l'architecture, comme l'a précisé Maëlle pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de l'enseignement supérieur ne dépendent pas toutes du même ministère. Donc, pour les écoles d'architecture, nous, on est sous co-tutelle du ministère de la Culture, donc principalement le ministère de la Culture. Et il y a également différents statuts pour les écoles d'architecture. On a une école privée, l'INSA Strasbourg, une école d'ingénieurs qui est habilitée à délivrer ce diplôme, et 20 écoles publiques. Donc voilà, ce qui ne facilite pas nécessairement l'application de mesures ou de changements quand on multiplie tous les interlocuteurs. Mais voilà, c'est un travail très intéressant. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous poser des questions sur l'égalité des genres. Donc on constate aujourd'hui que les jeunes doivent se construire dans un environnement qui est rarement exemplaire pour transmettre des valeurs égalitaires. Dans le paysage actuel des grandes écoles en France, pour les écoles d'architecture notamment, il y a eu une grande féminisation des études, donc dans le corps étudiant, et depuis plusieurs années, mais ça ne permet toujours pas de bouleverser les profondes inégalités de genre qui persistent dans les écoles. Voilà, il y a notamment des pratiques pédagogiques qui vont à l'encontre de l'égalité et de la diversité. Donc, dans les paroles ou dans des actes discriminants, voilà, des paroles sexistes, des notations douteuses parfois, et un constat assez criant qui est que nos enseignants ne sont pas formés à enseigner. Pourtant, nos interactions avec les enseignants ont un impact majeur sur la construction des étudiants, des jeunes et leur confiance en soi. Voilà, les enjeux, pour nous, les enjeux concernant les pratiques pédagogiques, on considère qu'ils sont vraiment majeurs. Et du coup, j'avais une question à vous poser ce matin sur les mesures qui seraient à mettre en œuvre sur le plan pédagogique potentiellement, ou voilà, afin de véhiculer à travers l'enseignement et les comportements des valeurs égalitaires aux jeunes. Merci Pascal. Pascal Borel, peut-être peux-tu répondre à cette question? Pascal, tu es avec nous? Il manquait le micro. Ah. Donc, je vais commencer par remercier Elise pour cette question parce que c'est important aussi de mettre en avant le rôle de la pédagogie dans ces actions de lutte contre les inégalités de genre. Alors, je pense que déjà, peut-être en point de départ, je pense que c'est important de rappeler que les écoles se mobilisent, alors à la fois au niveau des institutions, et je pense que la rédaction récente d'une charte au niveau de la CGE sur cette lutte contre des propos sexistes ou des violences, c'est important à rappeler. Je sais aussi que les associations étudiantes se sont mobilisées, elles également, pour rédiger des chartes, pour définir un cadre dans les écoles, ce qui est important parce que ça souligne aussi l'intention institutionnelle, que ce soit du côté des directions ou du côté des étudiants, d'agir au quotidien.
Alors, agir au quotidien, je pense que c'est d'abord de dénoncer les actes, parce qu'il reste effectivement parfois des propos déviants qui peuvent être tenus par des personnes qui pourtant constituent un rôle particulier, un modèle particulier auprès des étudiants. Pour ça, l'implication des étudiants dans les instances de l'école, de vie de l'école au quotidien est une réponse parce que ça permet aussi de donner la parole et de dénoncer ces actes. Et puis, il y a tout le volet aussi au quotidien, hein, de développer des actions, des programmes de sensibilisation aux enjeux de l'égalité, parce que c'est aussi en sensibilisant les étudiants qu'on leur permet aussi de dénoncer des actes qui vont à l'encontre de ces inégalités. Alors, dans le groupe de travail, c'est justement un sujet qui est souvent abordé, de quel programme, sous quel format, dans quel cadre on peut développer des programmes de sensibilisation aux enjeux de l'égalité, de déconstruction de stéréotypes et de tout ce qui va permettre d'aller vers plus d'égalité. Mais je pense qu'il faut aussi savoir sortir de la salle de cours, parce que cette pédagogie, elle doit être globale. Elle doit être aussi faite dans le cadre des associations. Elle doit aussi être faite dans la vie quotidienne des écoles. Donc, c'est aussi d'avoir une communication non genrée. C'est aussi, on sait que nos écoles font appel à beaucoup de témoins entreprises. Dans ces événements entreprises, il faut aussi faire attention à promouvoir cette égalité de genre, à montrer, alors on parle des rôles modèles, mais peut-être aller au-delà aussi de donner la parole aux entreprises pour montrer comment elles agissent en faveur de l'égalité. Donc, je pense que cette pédagogie, elle doit se faire pas seulement entre étudiants et enseignants, mais qu'elle doit aller plus loin. Et c'est aussi, et bien évidemment, les collaborations avec les réseaux alumni qui, on le sait, hein, une proximité avec les promotions, avec les étudiants, et qui sont aussi peut-être des modèles importants aussi pour montrer comment on peut pour promouvoir les valeurs égalitaires qu'on défend et les diffuser au sein de nos établissements. Merci Pascal. Vincenzo, souhaitez-vous illustrer ce qu'il vient de dire avec l'exemple de l'ESSEC, peut-être? Oui, pour abonder dans le sens des propos de Pascal et voilà, pour préciser ou compléter, voilà, il y a 3 niveaux, à mon avis, d'engagement. Ça doit être la sensibilisation, la formation, mais également la politique de tolérance zéro, si je peux rajouter, parce que les chartes sont extrêmement importantes. À l'ESSEC, on l'a mis en place depuis 2018 désormais. Et en plus, la charte, ça doit être toujours quand même un objet vivant parce qu'on apprend de la pratique, parce qu'on découvre des choses, parce que les codes évoluent, etc. Donc, c'est important que la charte, qui est un élément, un socle dur très important comme référence, les chartes doivent quand même évoluer. Et par rapport à la charte, dès qu'il y a des violations de la charte, il faut vraiment s'instaurer dans une politique de tolérance zéro. C'est ça qu'on a déclaré depuis désormais quelques années aussi à l'ESSEC. Mais quand je parle de politique de tolérance zéro, ça veut dire que voilà, on arrive à des sanctions, on arrive à des choses, c'est très bien, mais ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et donc, moi, j'ose dire, on est déjà arrivé un peu trop tard, parce que ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ce qui est très important, c'est la formation. Et la formation, oui, des étudiants, mais de l'ensemble de la communauté, parce qu'il faut vraiment une évolution culturelle qui puisse, je l'espère un jour, sans forcément rêver, arriver à justement anticiper tout cela et se mettre dans une culture différente qui puisse vraiment faire en sorte que des cas ne se présentent pas. Et donc, nous, on ne doit pas se limiter à la partie détection de cas, traitement de cas ou sanctions, qui est déjà très important, et avec une approche, je le répète, de politique de tolérance zéro, mais l'école doit aussi avoir un rôle plus général de sensibilisation, de formation, pas seulement des étudiants, mais de l'ensemble de sa communauté. Et élément supplémentaire, quand on parle de formation, oui, c'est important, et là aussi des étudiants, c'est important, et des intervenants de tout le monde, mais c'est important d'avoir des formations spécifiques. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est aussi justement pour aider l'évolution culturelle, que ces formations irriguent d'autres formations. Et je ne crois pas qu'on sera 100% efficace, même si c'est déjà très bien de le faire, d'avoir des formations en silo. Il ne faut pas imaginer qu'on se forme à des sujets dans un endroit, et après on se forme sur ces sujets dans un endroit différent et un petit peu en silo. Il faut que tout cela, pour aider à faire progresser, à avoir vraiment une évolution culturelle,
puisse vraiment s'appliquer de manière à irriguer l'ensemble de nos formations. Et donc, par exemple, quand on pense aux étudiants, si on a un cours, par exemple, de responsible leadership, c'est très bien, mais il faut aussi que les éléments de responsabilité puissent irriguer l'ensemble des cours fondamentaux, vous voyez, et que ça puisse être fait pour l'ensemble des étudiants, peu importe leur origine, peu importe leur programme, peu importe leur âge, leur profil. Donc, ce sont ça les éléments concrets qui aident à aller dans la direction que Pascal évoquait. Merci Vincenzo. Madame la ministre, vous souhaitiez réagir aussi? Il m'a semblé que vous avez levé la main, ou est-ce que je me suis trompé? Non, j'écoute et je pense que c'est extrêmement intéressant, mais là, je ne suis pas totalement dans ma compétence. D'accord. Donner des conseils en matière de pédagogie. Désolé, excusez-moi. Alors, Lise, est-ce que tu as peut-être une deuxième question à poser à un ou une de nos intervenantes? Oui, bien sûr. Donc, c'est une question qui est un petit peu en lien avec la première sur toujours l'environnement dans lequel les étudiants se construisent durant leurs années d'études. Parce que ça concerne plutôt les dispositifs de recrutement. Parce que par exemple, pour illustrer mon propos, dans les écoles d'architecture, la majorité des matières pratiques et techniques sont enseignées par des hommes, et les matières artistiques ou pour les langues, c'est plutôt des femmes qui les enseignent. Donc voilà, assez cliché. Et dans l'administration, également une majorité de femmes, contrairement aux postes plutôt de direction ou de présidence d'instance qui sont donc ça évolue un petit peu avec les années, mais quand même encore aujourd'hui un petit peu majoritairement voilà, dans la direction des hommes. Donc, mais également pour les hommes, des postes de logistique, d'informatique. Donc voilà, du coup, ma question est concernée un petit peu peut-être ce qui était mis en œuvre par les établissements pour agir directement sur les inégalités de genre dans les écoles. Du coup, comme j'ai pu l'illustrer, pour les recrutements, mais peut-être même au-delà aussi, d'autres pistes qui ont été creusées. Merci Lise. Il me semble que c'est à nouveau une question pour toi, Pascal. Oui, alors effectivement, vous avez raison de le souligner, Lise, nos écoles et nos établissements sont des organisations qui, de par leur personnel, alors vous avez cité le corps enseignant et administratif, hein, mais si j'englobe l'ensemble des personnels de ces établissements, montrent aussi qu'ils ne sont pas toujours mixtes. Le baromètre le montre tous les ans, hein, les écoles de management ne sont pas des établissements mixtes au regard de leur personnel. C'est moins vrai pour les écoles d'ingénieurs qui, si elles ne le sont pas au niveau des étudiants, le sont plutôt au niveau du personnel. Et les établissements qui relèvent d'autres spécialités ne sont pas non plus des établissements mixtes. Alors, évidemment, il faut faire quelque chose. On l'a dit à plusieurs reprises, hein, le point de départ, c'est déjà d'établir ces statistiques, et le baromètre a cette utilité de montrer que cette mixité n'existe pas et qu'il faut la travailler. Alors, comment faire ? C'est redonner aussi à ces écoles sa réalité, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui se doivent d'avoir des politiques RH plus inclusives, qui incluent aussi plus de diversité, qui travaillent sur plus d'égalité, qui travaillent sur leur marque employeur, hein, à l'image des entreprises du secteur privé et productif. Alors, je trouve que les signes forts aujourd'hui, c'est que on a dans notre environnement aussi, au-delà des initiatives individuelles de ces établissements, c'est aussi la composition du personnel et entre autres au niveau du genre est de plus en plus regardée par nos organismes accréditeurs et les organismes classeurs. C'est-à-dire que cette dimension de répartition du personnel homme-femme devient un indicateur. Et je crois qu'il faut aussi souligner ce qui est, à mon avis, encore un acte bien plus fort, c'est le travail qui est fait aujourd'hui auprès de la CEFDG pour intégrer ces critères. Donc, ça veut dire que vos établissements sont scrutés sur cette répartition homme-femme au niveau des personnels pour en faire des modèles d'organisation mixte. Parce que c'est important, et vous avez raison de le dire, comment finalement accompagner des étudiants et promouvoir des valeurs d'égalité quand les établissements eux-mêmes ne sont pas des modèles. Donc, je trouve que les signes, voilà, sur
sur cette surveillance qui est faite et l'intégration de ces indicateurs dans nos organismes accréditeurs, classeurs et de reconnaissance, et en particulier au niveau du ministère, sont des signes forts de vouloir avancer. Et les initiatives individuelles, au niveau des établissements, il y a vraiment des actions aussi concrètes pour améliorer cette mixité. On l'a vu tout à l'heure sur l'ensemble du personnel, mais aussi au niveau des instances de représentation et de direction. Donc, je pense que voilà, tout n'est pas gagné, mais il y a des avancées. Merci beaucoup Pascal. Vincenzo, vous voulez réagir rapidement là-dessus? Oui, très rapidement. Je souscris pleinement à ce que Pascal a dit, donc je n'ai pas besoin de rajouter plus. Peut-être quelques exemples ou formalisation. Tout à l'heure, je parlais de 100% quand on parlait de la formation des étudiants de la communauté. Ici, je rajouterai un autre chiffre qui est 360 degrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien évidemment, ce sont des écoles, donc l'activité principale, l'activité pédagogique de formation, mais Pascal le rappelait très bien, ce sont aussi des organisations. Et donc, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous prêchons dans la salle de cours, il faut aussi qu'on l'applique à nous-mêmes en tant qu'organisation. Et donc, c'est ça, quand je parle de 360 degrés, il faut que les actions, l'engagement, pardon, les paroles, les engagements, c'est bien, la pédagogie, la sensibilisation, les chartes, mais c'est aussi un petit peu, comme les Anglais disent, si vous me le permettez, walk the talk, faire suivre des actions et des gestes aux paroles. Et du coup, dans nos comités de direction, donc si je prends par exemple à l'essai, comme vous posez la question sur des cas concrets à partager, je prends 3 instances de gouvernance, le comité exécutif, le conseil de surveillance ou l'advisory board, et dans 2 cas sur 3, on dépasse même le 50%. Dans d'autres cas, on est environ à 40% avec une augmentation très significative ces 2 dernières années. Ce n'est pas fini, on n'est pas encore là, mais ça montre qu'il y a des actions concrètes. Et je suis d'accord, c'était dit tout au début de ce webinaire, il faut chiffrer, il faut évaluer, il faut avoir des plans, et parce que sinon, difficilement les choses avancent. Les organismes d'accréditation, les classements aident parce qu'eux-mêmes, que ce soit, je parle là pour les écoles de management, que ce soit les accréditations, les classements ou les accréditations internationales comme la SSB, ce sont des choses qui regardent de près. Et donc, il y a quand même là une incitation qui peut permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et je termine par là où on a démarré, qui est la partie formation. La formation est aussi importante. Par exemple, une formation spécifique sur les négociations salariales. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, nous le voyons bien, parce que comme pour d'autres diversités, il ne faut pas l'autocensure, il ne faut pas qu'il y ait la mauvaise posture. Et donc là aussi, l'école a un rôle important à jouer dans ce type de formation.